Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus particulier que d'habitude. Je pense que vous l'aurez remarqué sans moi, mais la xénophobie fait encore partie de notre société, et ce à beaucoup d'endroits du monde et dans beaucoup de domaines. Mais saviez-vous que ce phénomène n'est pas récent? Mais alors pas récent du tout. Bien que l'on peut imaginer que la peur de ce qui est étranger remonte certainement à des temps immémoriaux, c'est durant l'Antiquité que ce phénomène prend un tout autre visage. Par exemple, on retrouve ce genre de questions dans l'Égypte antique, avec l'ambivalence de l'image des Nubiens, tantôt soldats intégrés à l'Égypte, tantôt ennemis du pays. On va aussi voir ce genre de choses sous la plume des auteurs grecs et romains, et encore aujourd'hui, de nombreuses civilisations de l'Antiquité souffrent encore des idées reçues véhiculées par ces mêmes auteurs. Pour illustrer tout ça, j'ai décidé de vous parler de la vision que portaient les Gréco-Romains sur les Phéniciens et les Carthaginois. Et vous allez voir que les bougres en ont pris sévèrement dans la tronche et qu'on les connaît pas tant que ça finalement. Bon, commençons par le commencement. Les Phéniciens et les Carthaginois, c'est qui exactement? Oui, parce que bon, étant donné que ça fait partie des civilisations que l'on n'a pas l'habitude d'étudier en cours, je suppose que c'est pas forcément clair pour tout le monde, et je vous rassure, moi le premier. La civilisation phénicienne prend racine sur la côte proche-orientale dans l'actuel Liban. Les villes phéniciennes les plus importantes étaient Byblos, Tyr ou encore Sidon. Ce peuple sémitique a une longue histoire et qui est plutôt mouvementée. Pour ce qui est du troisième millénaire avant Jésus-Christ, c'est relativement flou, je vais pas vous le cacher. Mais pour le deuxième millénaire, on en sait un peu plus. Durant cette période, la civilisation phénicienne profite de la chute de nombreuses autres civilisations qui prospéraient aux alentours, comme les Mycéniens ou encore les Hittites, notamment grandement mis à mal par les peuples de la mer. Si vous vous demandez qui sont ces peuples de la mer, eh bien prenez votre mal en patience, car on consacrera un épisode entier dessus tellement c'est intéressant. Enfin, la civilisation phénicienne connaît son apogée entre le Xe et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une grande puissance économique qui s'est construite grâce à des très bons marins et des relations commerciales très étendues. La ville de Carthage a quant à elle été fondée par des Phéniciens entre le XIe et le 8e siècle sur la côte méditerranéenne de l'actuelle Tunisie. Carthage est donc une colonie, comme l'indique clairement son nom en langue phénicienne d'ailleurs, Carte Adash, ou Nouvelle Ville en français. L'histoire de la civilisation dite punique se divise en deux grandes périodes, la période dite archaïque et la période dite punique. Cette seconde commence dès le milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. Cette seconde période se caractérise principalement par l'essor de la civilisation punique sur la côte africaine, mais également plus au nord, en Sardaigne. L'archéologie démontre effectivement une expansion culturelle de la civilisation punique dans ces régions, notamment par l'apparition de nombreux nouveaux sites carthaginois dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. La civilisation punico-phénicienne s'est grandement développée grâce au commerce et principalement le commerce maritime. Les Phéniciens étaient de très bons navigateurs et ils commerçaient beaucoup avec les peuples méditerranéens ainsi que ceux du Proche-Orient. C'est d'ailleurs par leur grande affinité avec le commerce que les Phéniciens et les Carthaginois vont commencer à être la cible de remarques quelque peu gratuites de la part des auteurs grecs notamment. Pour ce qui est des auteurs grecs, Homère est le premier à évoquer les Phéniciens, notamment à travers les deux récits mythiques que sont l'Iliade et l'Odyssée. Au total, on trouve 4 mentions dans l'Iliade et 13 dans l'Odyssée, c'est déjà un très bon début. Bon, il nous raconte quoi Homère? Eh bien, ce ne sont pas des informations très variées. Premièrement, on comprend que ce sont d'habiles artisans, aussi bien capables de produire de la vaisselle de luxe que de magnifiques étoffes brodées. Deuxièmement, dans l'Odyssée, on apprend rapidement à travers les mensonges et la ruse de ce bon vieil Ulysse que les Phéniciens sont d'excellents navigateurs très réputés. Bon, on apprend aussi que visiblement ce sont des marchands d'esclaves, et ça pour le coup c'est beaucoup moins sympa. Pour les Romains, il y a quelques éléments majeurs qui vont les pousser à se méfier des Carthaginois et à écrire pas mal de belles cochonneries à leur sujet. Premièrement, ils ont été assez traumatisés qu'un mec du nom d'Hannibal Barca était assez fou pour traverser les Pyrénées avec des éléphants, tout ça pour se bastonner avec eux. Bon, faut avouer que le gars était plutôt revanchard et que la prise de la Sicile et de la Sardaigne par les Romains pendant la première guerre punique n'a pas vraiment plu aux Carthaginois. Mais il y a un autre élément majeur qui ne plaît pas trop aux Romains, et cette fois-ci c'est d'ordre culturel. Vous connaissez tous le célèbre mythe fondateur de Rome, mettant en scène les fameux Rémus et Romulus. Eh bien sachez que Carthage a eu aussi son mythe fondateur, comme beaucoup de villes antiques d'ailleurs. Mais petit problème du point de vue des Romains, c'est que ce mythe fondateur, il est rapport avec une femme, une certaine Didon ou Élissa selon les versions. Et pour les Romains, ça c'est très clairement le symbole d'un genre de décadence. C'est-à-dire que selon eux, le fait même que Carthage ait été fondée par une femme est une sorte de prédiction, presque une condamnation à tomber sous le glaive romain plusieurs siècles plus tard. Ah ouais, les gars, ils rigolent pas, hein. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais qui est Didon? Cette histoire commence à Tyr aux alentours du 9e siècle avant Jésus-Christ.
Didon, alors princesse de Tyr, décide de fuir le pays après que son propre frère, un dénommé Pygmalion, décide de faire zigouiller son mari, les joies de la vie de famille en quelque sorte. Après avoir débarqué à Chypre et recruté quelques futurs colons au passage, la princesse phénicienne part avec sa petite troupe s'installer sur le continent africain. À partir de là, il existe deux versions différentes du mythe. La première version nous dit ceci. À peine arrivé sur la côte nord-africaine, un chef libyen va rapidement lui proposer autant de terre qu'elle pourra en faire contenir dans une peau de bœuf. Sournoise technique, sauf que Didon, elle est très futée. Elle va avoir l'ingénieuse idée de faire une longue corde à partir de lanières de cuir découpées dans la peau d'un bœuf. Cette corde va permettre de définir une aire suffisamment grande pour s'installer avec ses colons. Carthage était né. Le petit problème, c'est que ce même chef libyen va également lui demander de l'épouser. Enfin, demander, c'est un bien grand mot je pense. Mais Didon préférera se donner la mort en se jetant dans les flammes d'un bûcher plutôt que d'épouser ce triste sire. Ouais, fais pas les choses à moitié. La version que nous donne Virgile dans l'Énéide est complètement différente. Ici, Didon tombe amoureuse d'Énée, mais les dieux ne sont pas trop de cet avis. La malheureuse finira par se donner la mort en se poignardant car son amant préférera son destin plutôt que l'amour. Le truc ironique de l'histoire, c'est que selon le mythe, Énée n'est autre qu'un ascendant de Rémus et Romulus. Ouais. Franchement, je sais pas vous, mais moi je trouve que le mythe fondateur de Carthage, il a pas à rougir devant celui de Rome. Hein. Je pense qu'on a bien compris que les Grecs et les Romains avaient quelques préjugés sur les Carthaginois, mais qu'en est-il aujourd'hui? Quelle vision avons-nous de ces gens depuis le 19e siècle? Quelle information avons-nous sur cette société finalement peu connue du grand public? Pour ça, on va s'intéresser à quelques vestiges archéologiques et à leurs interprétations. Bon, par contre, on va pas s'attarder sur l'intégralité de la ville de Carthage, sinon ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Mais on va particulièrement s'intéresser à un élément en particulier, le Tophet de Carthage. Premièrement, qu'est-ce qu'un Tophet? Eh bien, il s'agit d'un type de sanctuaire typique de la civilisation punique. Pour faire simple, un Tophet, c'est une aire sacrée à ciel ouvert composée d'un champ d'urnes qui contiennent des cendres d'enfants, d'animaux, voire même les deux en même temps. Ouais, je sais, ça peut paraître bizarre. Certaines de ces urnes sont surmontées de stèles, parfois décorées. Alors attention, 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 je tiens à vraiment insister sur ce point, le Tophet n'est pas une nécropole, mais bel et bien un sanctuaire. On le trouve effectivement à l'écart de la ville, mais bel et bien à l'intérieur des murailles, et pas à l'extérieur. Mine de rien, ça change tout. De plus, certains Tophets sont accompagnés d'autres édifices culturels, c'est le cas notamment de celui de Taros en Sardaigne, pour lequel ont été construites des chapelles cultuelles. Où on peut également citer l'agrandissement et la mise en place de clôtures pour celui de Soulkis, lui aussi en Sardaigne. Il est d'ailleurs très intéressant de constater qu'on ne trouve pas de Tophet en Phénicie, à Chypre ou encore dans le sud de l'Espagne, qui sont les principales zones occupées par les Phéniciens. Par contre, on en trouve en Afrique du Nord, mais aussi en Sardaigne et en Sicile. Pendant la période punique, que nous évoquions un peu plus tôt, le nombre de Tophets augmente, certains apparaissent sur des sites déjà occupés pendant la période archaïque, mais qui en étaient jusqu'alors dépourvus. On peut notamment mentionner les sites de Cagliari, Nora ou encore Monte Siraï. Il est surtout intéressant de retenir que ces différents Tophets représentent en quelque sorte un cercle d'influence de la culture carthaginoise, et le modèle de la grande majorité des différents sanctuaires que nous venons d'évoquer se calque sur celui de la Grande Carthage. Le mot Tophet n'est pas un mot indigène, on ne connaît pas le nom que les Carthaginois donnaient à ce type de sanctuaire. Il s'agit en réalité d'un mot utilisé par les archéologues biblistes, les premiers à avoir fait des recherches sur ce sanctuaire. En effet, dans l'Ancien Testament, le mot Tophet est utilisé pour désigner un lieu sacré particulier proche de Jérusalem, dans la vallée de Ben Hinnom. Ainsi, certains versets de l'Ancien Testament nous donnent des informations concernant ce lieu sacré, et j'en ai sélectionné un qui va nous apprendre quelque chose de crucial. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Alors bon, ça commence déjà bien, puisqu'on nous parle de sacrifice d'enfants à l'honneur d'une divinité étrange et clairement contraire à la foi biblique. Moloch. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'on va en reparler dans quelques instants. Bon, par contre, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas prendre cette information pour argent comptant, mais au moins ça donne une piste sur l'idée qu'on se faisait des Phéniciens dès cette époque. Du coup, les archéologues biblistes ayant fouillé le sanctuaire de Carthage entrent aussi dans une optique de jugement de leurs travaux. En donnant le nom très connoté de Tophet à ce type de sanctuaire, ils ont porté un jugement sur les croyances puniques. Et vous verrez que ces premières recherches vont marquer de façon quasi indélébile la culture carthaginoise et sa perception jusqu'à aujourd'hui. Avec la découverte de restes calcinés d'enfants présents dans de nombreuses urnes, la question des sacrifices humains revient rapidement sur le devant de la scène, cristallisant encore un peu plus cette image de barbares brutaux et cruels, plongés dans les pratiques cultuelles les plus infâmes que nous donnaient déjà les auteurs grecs romains,
et même dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, il semblerait qu'au cours des siècles, le phénomène des sacrifices humains ait été rapproché au sacrifice mythique de Didon, fondatrice et première reine de Carthage. Cette image va de nouveau être véhiculée en masse par la plume d'un auteur français que vous connaissez tous, notamment pour son célèbre roman Madame Bovary, je veux bien sûr parler de Gustave Flaubert. En 1862, Gustave Flaubert publie un roman qui va faire grand scandale chez les lecteurs. Ce roman s'appelle Salammbô. Dans cet ouvrage, Flaubert s'inspire d'un événement historique, à savoir la révolte de mercenaires contre Carthage au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On suit alors l'histoire de Salammbô, fille fictive d'Amilcar Barca et prêtresse de la déesse mère Tanit. Ce qui va nous intéresser le plus dans cette œuvre, c'est une référence à l'élément de l'Ancien Testament que nous avons évoqué il y a quelques instants. Flaubert évoque en effet l'existence de sacrifices humains au beau milieu de la ville de Carthage. Pire, ces sacrifices seraient mis en scène par la présence d'une gigantesque représentation du terrible dieu à tête de taureau, Moloch. On peut y lire que la statue d'airain est tellement imposante que les fidèles sont dans l'obligation de détruire intégralement un mur du temple pour pouvoir la faire sortir et l'amener sur la place publique. Des files de futurs sacrifiés sont amenés au pied de la statue entre lesquels se trouve un grand brasier. Le culte à la divinité réclame un sacrifice volontaire pour entraîner les suivants. Terrorisé, un homme pousse un enfant dans les mains tendues du colossal Moloch, faisant disparaître le malheureux dans les flammes. Cette scène affreuse est très prenante, la folie et la peur de la foule se ressentent dans les moindres détails, c'est vraiment atroce. Dans ce roman intitulé Flaubert, Victor Bromberg, chercheur allemand spécialiste de la littérature française, dit que Salammbô, je cite, se lit comme une anthologie de l'atrocité. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair et plus véridique. Flaubert lui-même commentera son roman, alors en pleine écriture, notamment à travers ses correspondances. Ainsi, dans ses lettres, Flaubert parle de grillades de moutards. On peut aussi lire une phrase que je trouve géniale. J'ai beaucoup travaillé depuis un mois. J'ai fait 16 pages. J'écris des horreurs et cela m'amuse. Salammbô n'est alors que violence et le reflet d'un passé brutal? Eh bien, pas tout à fait. Le roman reste tout de même une importante critique de la société moderne, enfin plus précisément de la bourgeoisie du XIXe siècle. Selon certains auteurs, comme François Laforge, le rôle de ce roman aurait été de dénoncer un refus général de l'histoire dans les classes bourgeoises et ce juste après la Révolution de 1848. Il semblerait également que Salammbô soit une grosse critique de la religion, ou du moins des pratiques religieuses dans leur ensemble. On sait que l'auteur avait commencé à fréquenter certaines personnes, comme Alfred Maury, qui n'est d'autre qu'une des personnes à l'origine de la commission de la topographie des Gaules, dont on reparlera dans une prochaine vidéo, ou encore de Patrice Larocque. Tous deux sont qualifiés d'anticléricaux. L'œuvre de Flaubert est donc imprégnée de toute une idéologie particulière et ne porte pas la religion chrétienne dans son cœur, loin de là. D'ailleurs, durant la fin du XIXe siècle, les questions de Moloch et de molokisme deviennent récurrentes dans certains groupes savants. Ainsi, certaines thèses se détachent particulièrement et deviennent populaires, parmi elles celle que l'on appelle le molokisme juif. Le molokisme juif, c'est quoi ? Tout d'abord, le mot molokisme décrit de façon générale une religion ou un culte pour lequel la notion de sacrifice est centrale, pour résumer très largement. Ainsi, certains savants vont rapprocher la figure de Moloch à celle de Yahvé notamment. De fil en aiguille, une véritable thèse antisémite va voir le jour. Cette hypothèse est principalement relayée par l'allemand George Friedrich Dahmer et par le français Gustave Tridon, ce dernier étant d'ailleurs l'auteur de Du molokisme juif, publié en 1884. Un texte dans lequel on peut lire un bon gros paquet de saloperies antisémites, anti-musulmanes, anti-chrétiennes et pro-ariennes. Alors oui, ça accumule pas mal, hein. En voici quelques exemples et attention, c'est assez violent. Car il est temps de le dire, le prétendu culte chez les Juifs de Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, n'est qu'une fausseté historique des plus grossières. Jéhovah, le Dieu national, n'est autre que l'idole ordinaire des peuplades sémitiques, le Moloch d'airain au ventre creux et rougi qui consommait vivant tous les premiers-nés de la population. Allah, Moloch ou Jéhovah sont la divinisation de cet orgueil fanatique et peu éclairé des races sémitiques. Ah ben je vous avais prévenu, hein, le gars il déconne pas du tout. Et finalement, ce qui va particulièrement choquer les lecteurs de Salammbô dès la sortie du livre et enfoncer le clou de l'atrocité du récit, c'est que Flaubert qualifie lui-même son roman d'archéologique. Du coup, ça voudrait dire que Flaubert ne sort pas ça de nulle part, que l'histoire de Salammbô reflète la triste réalité d'une atrocité aujourd'hui révolue. Eh bien encore une fois, c'est pas tout à fait ça. Il est vrai que Gustave Flaubert a fait un long travail de recherche historique et archéologique. Peu avant d'écrire son roman, il s'est rendu en Tunisie pour visiter le site archéologique de Carthage.
Pour les scènes de siège et de bataille, il a passé des heures à lire des traités de poliorcétique et d'art de la guerre. On peut donc applaudir l'intérêt de Flaubert pour les découvertes archéologiques de son temps, chose qui n'était finalement pas si courante à l'époque, mais si on cherche bien, aucun vestige ne permet de seulement supposer l'existence d'une statue et d'un rituel comme ceux décrits dans le roman. Alors, pourquoi ? Eh bien, il faut savoir qu'il s'agit là d'une sorte de petite blague de notre ami Gustave qui a vu là l'occasion de choquer les bourgeois avec l'évocation de cultes païens atroces et cruels où de jeunes enfants sont brûlés vifs sans le moindre état d'âme des prêtres de Moloch. Ce petit plaisir que s'est accordé Flaubert à travers Salammbô a malheureusement eu une autre conséquence. Il a ancré encore plus profondément cette image biaisée des Phéniciens et des Carthaginois dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, cela va se ressentir dans le développement de la culture populaire. Les écrits de Flaubert ont effectivement inspiré beaucoup d'artistes et de créateurs. Plusieurs films ont ainsi été réalisés dans le courant du XXe siècle, mettant en scène Carthage et le terrible Moloch dévoreur d'enfants par les flammes, mais également toute cette fantaisie inventée et héritée de fantasmes orientalistes du XIXe siècle. On peut par exemple citer le film italien Cabiria, réalisé en 1914 par Giovanni Pastrone, ou encore le film français Salammbô, sorti en 1925. Je vous conseille vivement Cabiria, ne serait-ce que par curiosité. Le film est rempli de clichés, notamment sur les Carthaginois qu'on peut voir courir comme des idiots autour d'un feu pendant que le grand prêtre offre des enfants à sacrifice à Moloch, la vraie débandade quoi. Mais à part ça, ça reste tout de même un très bon film muet. Il est l'un des premiers péplums, et en tout cas le premier à intégrer autant de moyens techniques, notamment au niveau des décors, et franchement, ça mérite le coup d'œil. On sort maintenant du domaine du péplum et on jette un coup d'œil vers la science-fiction. On va s'arrêter sur un film en particulier, Metropolis. Metropolis est un film allemand réalisé par Fritz Lang en 1927 et adapté du roman du même nom écrit par Thea von Harbou, qui était également la première femme de ce dernier. Le film raconte l'histoire de Metropolis, une ville fictive de l'an 2026 dans laquelle la société est divisée en deux catégories, une ville haute réservée aux riches citoyens libres, et la ville basse dans laquelle des ouvriers travaillent inlassablement pour permettre le confort des premiers. Mais quel est le rapport avec Moloch, me direz-vous ? Eh bien, dans une scène très particulière du film, on peut voir des ouvriers qui sont sacrifiés en l'honneur d'une sorte de machine quasi vivante dont la bouche béante n'est qu'un énorme gouffre dans lequel sont jetés des hommes sans défense. Même si le film se veut être une critique claire de l'industrialisation, la référence à Moloch est elle aussi évidente. Premièrement par sa représentation, mais aussi par le fait que son nom est écrit sur un carton qui décrit la scène, donc il n'y a pas des masses de doutes. Ouais, je sais, j'ai pas de mérite. D'ailleurs, alors que j'avais déjà commencé à travailler sur cette vidéo, un ami du label Hérodote m'a parlé d'une série produite par la chaîne de télé Arte intitulée Moloch et qui m'avait totalement échappé. Bon, premièrement, cette série, que j'aime bien au passage, n'a pas vraiment l'Antiquité et la divinité Moloch comme sujet principal. Ça se passe à notre époque et il s'agit plus d'une énorme référence sous fond d'enquête policière. Ce qui est vraiment pas mal puisque je trouve que le format enquête se prête très bien au sujet. Tout débute lorsqu'un homme meurt brûlé vif à cause d'une combustion humaine spontanée qui survient en public et qui demeure inexplicable. Rapidement, le nom de Moloch fait surface et tout le monde a ce nom à la bouche et commence à avoir la peur au ventre. Je ne vais pas vous en raconter plus, je ne peux que vous conseiller cette série, personnellement j'ai beaucoup aimé et rien que pour la référence je dis un grand oui. Bon maintenant retournons à nos moutons. Dans l'univers de la bande dessinée, on va trouver ces éléments dans la célèbre œuvre Alix par Jacques Martin, plus précisément dans le tome intitulé Le Spectre de Carthage. On peut encore citer le personnage de Épide-Maïs dans la série Astérix, marchand de tout et n'importe quoi, mais surtout d'esclaves. Le petit homme bedonnant s'illustre dans plusieurs tomes au cours desquels il tente de faire le plus de profit possible tout en vendant des gens comme esclaves sans le moindre scrupule. On le retrouve également dans le film d'animation La Surprise de César où cette fois-ci il porte le nom de Farfelus. Après, il est possible que j'extrapole un peu trop, qu'il s'agisse tout simplement d'une caricature de marchand prêt à tout pour faire quelques sesterces. Même les biologistes ont été inspirés par le terrible Moloch. Regardez-moi ce joli petit lézard, le Moloch, Moloch hérissé ou encore diable cornu, qui arbore de jolies couleurs, et aussi des piquants acérés qui balancent du sang par ses yeux. Je vous laisse deviner dans quel pays on trouve cette incroyable et improbable créature. Exactement, en Australie. Bon, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les œuvres, créations et même noms inspirés du roman de Flaubert ou bien reprenant les codes de représentation fantaisistes des Phéniciens et des Carthaginois, parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Bon, et maintenant, et l'archéologie dans tout ça ? La question est de savoir si les archéologues et anthropologues peuvent nous en apprendre plus sur le rituel qui avait lieu dans le Tophet. Il faut se rendre à l'évidence, le Tophet de Carthage ne livre pas beaucoup d'informations exploitables concernant le rituel et de potentiels sacrifices. L'archéologue Hélène Bénichou-Safar s'est intéressée à la chaîne opératoire du rituel d'offrande par le biais de l'étude des urnes et de leurs restes osseux.
Alors oui, je précise qu'il s'agit bien là d'un rituel d'offrande aux dieux, puisqu'on trouve leur mention sur de très nombreuses stèles. Il ne s'agit donc pas de tombes à incinération. L'étude des os et de leur crémation permet en premier lieu de déterminer que tous les corps ont été brûlés de la même manière, mais également dans la même position. Cela confirme la thèse d'un rituel précis et effectué de manière stéréotypée. Il s'agit donc d'une opération connue et effectuée dans une chaîne opératoire bien précise. Et par la même occasion, ça achève totalement la théorie de la statue des reins, puisque les enfants n'auraient pas tous brûlé de la même manière. J'aurais jamais cru dire cette phrase un jour. Il semble beaucoup plus probable qu'il s'agisse en réalité d'une offrande d'enfants mort-nés à destination d'un couple divin, peut-être dans l'optique que le prochain enfant ait un peu plus de chance que le précédent. Mais cela reste des suppositions. La statue de Moloch a de nouveau fait parler d'elle assez récemment dans l'actualité historique, mais aussi dans l'actualité religieuse. Entre le 26 septembre 2019 et le 29 mars 2020, le Colisée de Rome a accueilli une exposition exceptionnelle nommée Carthage, le mythe immortel. Malgré le caractère impressionnant de cet événement culturel sans précédent entre Rome et Carthage, l'exposition a été au cœur d'une polémique que je trouve assez singulière. En effet, pour marquer le coup, les organisateurs de l'expo ont décidé d'installer une statue de Moloch à l'entrée du Colisée pour impressionner les visiteurs et les mettre dans l'ambiance tout de suite. Mais il semblerait que certains aient vu dans cette mise en scène originale un manque de respect envers la foi chrétienne. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, il se trouve que ça n'a pas été au goût de nombreux croyants qui ont vu là une sorte de provocation dans le fait d'installer une idole païenne taille XXL dans un lieu particulier pour la religion chrétienne. Et oui, il ne faut pas oublier que le Colisée est un lieu très important de martyrs de saints chrétiens. Bon, après on peut se demander si cette polémique est vraiment justifiée. Pour ma part, et pour parler en toute franchise, je pense que non, cette polémique n'est pas vraiment justifiée. La présence de Moloch est clairement liée à l'exposition et strictement à rien d'autre. Alors bon, quand j'ai vu une quantité de vidéos qui s'expriment sur ce sujet avec des titres assez aguicheurs, pour ne pas dire putaclic, comme La vraie histoire du démon mangeur d'enfants, scandale à Rome, La statue d'un démon ou encore Moloch à Rome, la connexion Illuminati. Et le pire, c'est que j'exagère même pas, vous avez qu'à chercher sur internet. Le petit problème, c'est que, comme nous l'avons vu, rien de concret ne rattache la divinité Moloch à de potentiels sacrifices d'enfants. Donc je sais pas si on a affaire à des gens qui manquent d'informations ou qui font volontairement de la désinformation. Mais si vous voulez mon avis, il n'y a rien qui va à l'encontre de la religion dans la présence de cette statue au Colisée. Puis bon, il faut pas oublier que le Colisée de base c'est pas vraiment un édifice chrétien. Bon. Pour terminer, on peut se poser une question qui est tout à fait légitime. Le culte de Moloch a-t-il réellement existé? Eh bien, c'est plutôt compliqué de répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que rien ne prouve que cette divinité ait été vénérée à Carthage et dans le monde punique en général. Aucune trace de statue d'airain, et comme nous l'avons vu, rien ne prouve que les cendres que l'on retrouve dans les urnes du Tophet sont celles d'enfants sacrifiés. Par contre, il est vrai que quelques pistes pourraient attester de l'existence d'une telle divinité au Proche-Orient, en Phénicie et en terre hébraïque notamment. Le mot Moloch serait alors tiré du mot hébreu Melek, signifiant roi. Ce mot représenterait une divinité tantôt très différente des Baals, tantôt très proche d'eux, et qui par conséquent va à l'encontre même du culte de Yahvé. Mais les quelques mentions dans l'Ancien Testament ne peuvent pas vraiment servir de preuve à l'existence du culte de Moloch. Pour résumer tout ça, on peut donc dire que la civilisation punico-phénicienne a largement souffert d'une image biaisée tout au long de l'histoire. Mais malgré une image déformée par les écrits antiques mais aussi par les écrits modernes, cette importante et fascinante civilisation antique est aujourd'hui ancrée dans l'imaginaire collectif et la culture populaire, pour le meilleur comme pour le pire. Il s'agit d'un exemple quasi parfait de l'imaginaire qui peut se construire autour d'une civilisation durant l'Antiquité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais cette vidéo est plus longue que les autres et j'espère ne pas vous avoir trop perdu. Je voulais vraiment vous faire partager ce sujet que je trouve passionnant et si j'ai pu vous intéresser ne serait-ce qu'un petit peu sur ces questions, alors j'ai tout gagné. Je tiens aussi à remercier l'ami et collègue du label Hérodote L'Histoire avec une grande H d'avoir prêté sa voix à Gustave Flaubert et Gustave Tridon pour cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir son travail de grande qualité, je vous mets le lien en description de la vidéo. Si mon travail vous a plu, alors je vous invite à mettre un pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner, partager la vidéo, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.